Bonjour, je m'appelle Rodrigue Makelele, je suis congolais et j'ai passé une grande partie de ma vie à réfléchir, à travailler et à dialoguer autour des questions de paix, des questions sur des conflits, mais aussi sur la réconciliation dans notre région des Grands Lacs. La semaine passée, j'étais présent à Washington, au United States Institute of Peace, là où les dirigeants de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, et celui du Rwanda, le président Paul Kagame, ont signé un accord présenté comme une nouvelle étape vers la paix et la coopération. J'ai vu la signature, j'ai vu le sourire, j'ai vu les grincements des dents, j'ai vu des mots forts sur la fin de la guerre et sur la stabilité, sur un avenir meilleur dans la région des Grands Lacs. Et comme beaucoup de Congolais, j'ai ressenti à la fois l'espoir, mais aussi une inquiétude profonde. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est le fossé entre l'image de la paix à Washington et la réalité de la guerre qui continue à l'est de la République démocratique du Congo, notre pays. Pendant que l'on parlait de cessez-le-feu, de respect de la souveraineté, de la coopération économique, plusieurs familles congolaises fuyaient encore les combats. Pendant que l'on évoquait l'intégration régionale, des villes et des villages de l'Est du Congo vivaient sous la menace, la peur, le déplacement et parfois même pour la première, la deuxième, la troisième, la quatrième fois, et j'en passe. En tant que Congolais, en tant que personne qui travaille depuis très longtemps sur des questions de paix, je me pose plusieurs questions essentielles. La première question que je me pose, à qui cette paix parle-t-elle vraiment? L'accord a été signé par des États, par des dirigeants. Oui, c'est important, mais ce n'est qu'un morceau du puzzle. Sur des terrains, lorsque nous regardons ce qui se passe, ce sont des groupes armés, ce sont des coalitions, ce sont des forces régulières, ce sont des acteurs régionaux qui contrôlent des territoires, qui contrôlent des routes, qui contrôlent des mines, qui contrôlent des populations. Et si ceux qui tiennent les armes et la vie quotidienne des gens entre leurs mains ne se sentent pas concernés par cet accord, si aucun mécanisme crédible ne les pousse à changer le comportement, alors nous risquons d'avoir une paix de papier pendant que la guerre continue dans des collines du Kivu. La deuxième question est la suivante. Où sont les mécanismes de responsabilité et de contrôle? Sur le plan des langages, l'accord de paix parle de respect de l'intégrité territoriale en RDC. Il parle de la fin des hostilités. Il parle de désengagement de forces et de groupes armés. Mais dans une perspective de paix réelle, cela ne suffit pas de l'écrire. La vraie question est la suivante. Qui vérifie ce qui se passe sur terrain? Quelles conséquences concrètes sont prévues si les engagements ne sont pas respectés? Qui ose dire clairement, voilà ce qui a été promis, voilà ce qui se passe et voilà ce qui doit changer? Sans mécanisme de suivi indépendant, sans pression réelle, sans sanctions ciblées, le risque est que l'on multiplie des signatures et que l'on laisse les Congolais continuer à mourir dans l'indifférence. La troisième question, comment concilier les intérêts économiques et la justice pour les populations longtemps affectées? Il est évident que la région des Grands Lacs et aussi l'Est de la République démocratique du Congo sont au cœur d'enjeux économiques majeurs. Il y a minerais stratégiques, il y a corridors, il y a intégration régionale. En soi, développer les échanges, investir, coopérer, ce n'est pas mauvais. Mais pour un expert de la paix que je suis, une chose est très claire. Lorsque l'économie avance plus que la justice, plus que les questions de réconciliation et de redevabilité, lorsque le profit avance plus que la protection des civils, lorsque les intérêts des dirigeants avancent plus que les intérêts de leur population, alors on ne construit pas une paix.
on la fragilise. La question que je me pose aujourd'hui est simple. Comment être sûr que les nouveaux cadres économiques ne servent pas à légitimiser une situation où les Congolais ordinaires restent pris au piège entre les armes, entre la pauvreté, mais aussi entre l'absence de la protection? La quatrième question que je me pose, où sont les voix des communautés congolaises dans ce processus? Où sont les voix des personnes les plus affectées dans ce processus? Pour qu'un processus de paix soit solide, il doit être nourri par ceux qui vivent la guerre. Je me répète, pour qu'un processus de paix soit solide, il doit être nourri par ceux qui vivent la guerre. Les mères qui enterrent leurs enfants, les jeunes qui grandissent sans école et sans sécurité, les déplacés qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de terre, qui n'ont plus de repères. Ce sont ceux-là qui devraient être au centre des préoccupations. Pourtant, très souvent, les grandes décisions se prennent loin d'eux, dans des salles climatisées, en leur nom, mais sans leur voix. En tant que Congolais, je ne peux pas m'empêcher de me demander comment les communautés locales seront-elles associées, écoutées et protégées au-delà des discours? À partir de ces questions, je vais aussi proposer quelques pistes de manière constructive. La première piste, c'est que nous devons lier clairement la coopération économique à la protection des civils. Si l'on parle d'intégration régionale, si l'on parle d'investissement, si l'on parle de minerais, alors ces avantages doivent être conditionnés à des critères qui sont très clairs. L'arrêt vérifiable des offensives. La réduction mesurable des abus contre les populations. Le retrait des forces illégales ou des forces non autorisées. Une paix crédible, c'est une paix où l'accès aux opportunités régionales dépend aussi du respect de la vie humaine et pas l'inverse. La deuxième piste de solution que je peux proposer, c'est mettre en place un mécanisme indépendant de suivi de l'accord. Et cela peut être déjà le cas, mais ce mécanisme devrait en principe rassembler des représentants des institutions régionales, inclure des experts de la paix et donner surtout une place réelle à la société civile congolaise, mais aussi la société civile régionale. Sa mission serait d'observer, de documenter, d'alerter et de commander des mesures concrètes en cas de violation. Sans ce type d'outils, on navigue à vue, on réagit trop tard et ce sont des civils qui payent le prix. La troisième piste que je peux proposer, c'est repenser sérieusement le désarmement et la réintégration. Parler de la paix sans aborder ce que l'on fait des armes et de ceux qui les portent, c'est vraiment incomplet. Le précédent programme de désarmement, de réintégration, le DDR, RR, de tout ce qui s'est passé, ont souvent échoué parce qu'ils étaient mal financés, mal pensés, mais aussi instrumentalisés. Pour aller de l'avant, je pense qu'il faut d'abord des programmes réalistes avec de vraies alternatives économiques. Il faut qu'il y ait des garanties de sécurité pour des communautés qui craignent encore le retour de certains combattants qui vont encore se réintégrer dans leur communauté. Il faut qu'il y ait des règles claires qui évitent que les rébellions deviennent un moyen normal d'obtenir des avantages. La quatrième piste que je vais proposer, c'est mettre la dimension humanitaire et psychologique au cœur du processus. La paix n'est pas seulement l'absence de tir, c'est aussi la possibilité pour un enfant de retourner à l'école sans peur, pour une famille de dormir sans entendre des coups de feu, pour une communauté de commencer à guérir des traumatismes accumulés depuis des années. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut renforcer l'aide humanitaire, là où les populations sont piégées. Il faut soutenir des structures locales qui offrent
au moins un minimum de soutien psychologique et social. Il faut aussi donner une priorité à l'éducation, à la santé et aux moyens de subsistance ou d'existence pour les communautés qui ont tant souffert de la guerre. En tant que Congolais et en tant que personne qui au moins connaît plus les logiques de la paix autant que les logiques de la guerre, je vais dire ceci. Nous n'avons pas besoin d'un accord de plus qui s'ajoute à une longue liste de textes qui ne sont pas appliqués. Nous avons besoin d'une cohérence réelle entre ce qui se dit à Washington, à Kigali, à Kinshasa, et ce qui se vit à Goma, à Bukavu, à Uvira, à Beni, à Ituri et partout ailleurs. Je parle pour la vie des Congolais qui, depuis très longtemps, sont sacrifiés sur l'autel des intérêts géopolitiques, mais aussi des intérêts économiques. Mon souhait est simple, mais exigeant. Que chaque engagement pris au nom de la paix se traduise en actes visibles sur terrain. Que chaque partenaire qui se dit ami de la paix accepte aussi la responsabilité qui va avec. Et que cette fois-ci, si le sang des Congolais cesse d'être une variable d'ajustement dans les calculs qui se font loin de chez nous, si nous réussissons à aligner les paroles, les intérêts et la réalité vécue par nos populations, alors cet accord de paix pourra être un tournant. Sinon, il ne sera qu'un chapitre de plus dans une histoire que les Congolais déjà n'ont jamais choisie. Alors, que vive la paix dans la région des Grands Lacs, que toutes les vies des Congolais soient préservées, protégées et garanties, que des garanties sécuritaires soient réelles et visibles pour nos populations de la région des Grands Lacs et pour celles des Congolais. Cette paix est vraiment nécessaire et demandée par les Congolais, car plus de 10 millions de morts, c'est assez. Ce n'est pas facile. Merci.